Bonjour, bienvenue sur le site Scoleus. Alors aujourd'hui, nous allons faire un peu de philosophie et nous allons parler d'un philosophe écossais du XVIIIe siècle qui s'appelle David Hume. Alors c'est un philosophe qui est très important puisque c'est sans doute le philosophe le plus subversif et le plus novateur de la modernité européenne. Kant disait que Hume l'avait réveillé de son sommeil dogmatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Kant, Hume finalement a donné voix au chapitre, aux affects, aux sensations, et a donné lieu à une doctrine philosophique qu'on a appelée l'empirisme. Alors l'empirisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos idées, tout ce qui se déroule dans notre cerveau, nos idées, etc., n'est en fait que le fruit de l'expérience. Voilà, c'est-à-dire que l'expérience est première. Alors ça a des conséquences très importantes, puisque finalement, déjà, ça remet en cause la notion d'idées innées, les idées innées dont parlait Descartes, mais ça, vous allez me dire, Locke, le philosophe Locke, dans son essai sur l'entendement humain, critiquait déjà ça. Hume va reprendre cette idée-là. Et finalement, Kant, dans sa critique de la raison pure, va essayer de donner des garde-fous à cet empirisme. Parce que si on part du principe que tout nous vient de l'expérience, quid de la raison finalement? Quid des concepts a priori, vous savez, de l'entendement? Donc ça, c'est ce que Kant va préciser dans la doctrine de Hume. Il faut savoir que Hume est assez mal vu au XVIIIe siècle. Hein. Il est vu comme un philosophe qui n'est pas très sérieux, comme un philosophe qui est d'un scepticisme hyperbolique, exacerbé, et où finalement qui ne mène nulle part, qui est une impasse en fait. Mais Hume est relu progressivement dans les siècles suivants, et au XXe siècle, il est très lu. Alors, l'empirisme de Hume est intéressant puisque finalement il a des rapports avec ce qu'on a pu appeler le nominalisme. Le nominalisme, vous savez, c'est cette critique scolastique, la scolastique plutôt au Moyen-Âge, qui disait que finalement les grands mots avec des grandes majuscules en fait n'existaient pas, ce n'étaient que des fictions, ce n'étaient que des noms, hein, d'où le nom de nominalisme, et qu'en fait ce qui existait, c'était pas les grands noms, par exemple le beau ou la vérité, etc. Enfin, c'était uniquement des entités individuelles, des individus particulières. C'est-à-dire que il n'y a pas le beau en général avec un B majuscule, mais il y a des choses belles. Hein, des choses particulières belles, une belle femme, un beau paysage, etc., etc. Donc finalement, l'empirisme va reprendre un peu ce qu'était le nominalisme en fait au Moyen Âge. Il va reprendre ça, il va nous dire finalement il n'y a que des individus, il n'y a que des cas particuliers qui proviennent de l'expérience. Alors, cet empirisme, il a une conséquence assez impressionnante sur le plan métaphysique et sur le plan spéculatif. C'est que la notion centrale, en fait, qu'il y a dans l'empirisme de Hume, c'est la notion d'habitude, la notion de coutume. Alors, en anglais, c'est custom. Alors, c'est quoi cette notion d'habitude? C'est-à-dire que finalement, ça a une conséquence pour notre compréhension de la causalité. La causalité, c'est pas une chose transcendante, une chose innée, qui est a priori dans notre esprit. C'est en fait simplement la conséquence d'une observation habituelle. C'est-à-dire que Hume prend l'exemple des boules de billard ou par exemple du soleil qui se couche et se lève. Voilà. Si je sais que le soleil se couche et qu'il va se lever demain matin, et si je sais que si une boule de billard rencontre une autre boule de billard, il va y avoir une percussion et donc une force qui va entraîner l'autre boule de billard après le choc, ce n'est pas parce qu'il y a une causalité innée en moi qui m'indique ça. Non, c'est parce que l'expérience, en fait, c'est-à-dire en fait la notion d'habitude, j'ai l'habitude de voir que une fois que le soleil se couche, eh ben, il va se lever le lendemain matin et qu'une fois que la boule de billard a été frappée par une autre boule de billard, eh ben,
elle va subir un choc et donc elle va se déplacer. Mais ça, Hume me dit que finalement cette causalité-là, c'est le produit de l'habitude. Voilà. Et ça, je pense que si on peut retenir que chez Hume, la notion d'habitude est centrale dans sa conception de la causalité, je pense on a saisi ce qu'il y a d'essentiel finalement dans l'empirisme de Hume. Voilà. Si déjà on a retenu ça, on a retenu beaucoup pour comprendre Hume. Alors Hume, il a commencé très tôt à faire son grand livre, hein. C'était quelqu'un d'assez ambitieux. Il a écrit son traité de la nature humaine, il avait à peine 30 ans, et finalement il a passé le restant de sa vie euh, à, euh, à décliner en fait ce traité de la nature humaine en plus petits ouvrages, des ouvrages plus vulgarisateurs, plus simples à lire, où finalement il va reprendre ses thèses principales. Donc Hume, il s'est intéressé à la morale, il s'est intéressé un peu à la politique, il s'est intéressé à l'art, avec un livre, un petit livre qui s'appelle de la règle du goût. Il s'est intéressé aussi à la religion, à ce qu'on a appelé la religion naturelle, c'est-à-dire essayer de comprendre en dehors de la religion révélée comment on peut réfléchir au cosmos, à l'existence de Dieu. Ça a donné lieu au dialogue sur la religion naturelle. Donc Hume est un philosophe complet qui est vraiment un grand représentant des Lumières écossaises et des Lumières britanniques au XVIIIe, et il va avoir une influence considérable, notamment sur Kant. Voilà. Donc c'est un auteur qu'il faut lire, qu'il faut relire, qui est un auteur qui est trompeur parce qu'il n'est pas si simple que ça. C'est vrai que Hume a une image de philosophe limpide, clair, mais les, les thèmes qu'il aborde ne sont pas des thèmes forcément faciles, hein. La notion de l'entendement, de l'expérience, c'est des thèmes qui ne sont pas forcément faciles. Donc c'est un auteur qu'il faut lire plusieurs fois pour le comprendre, et c'est un auteur capital dans l'histoire des idées. Voilà, donc si cette vidéo sur David Hume vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec Scholeuse pour de prochaines vidéos d'e-learning en histoire, en français et en philosophie. À très bientôt.